La Tour Eiffel, une orbite. Deux concepts qui n'ont pas grand-chose à voir en commun à première vue, non? Eh bien, détrompez-vous. La Tour Eiffel a été la source d'inspiration d'un des plus grands scientifiques du 19e siècle. Et grâce à ça, ce scientifique, il a introduit pour la première fois une des orbites les plus importantes à ce jour. Je vous montre ça dans un instant. Mais pour commencer cette histoire, voyons voir cette Tour Eiffel d'un peu plus près. Imaginez-vous bien, 300 mètres de hauteur, ça ressemble à peu près à ça. Et même si ça peut paraître banal de nos jours, eh bien en 1889, c'était une révolution. Alors replongeons-nous dans cette ambiance. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Un défi à la gravité, ça c'est plutôt bien dit. Et c'était une révolution, et ça pour deux raisons. Premièrement, la Tour Eiffel a été construite en 2 ans seulement. En comparaison, le Washington Monument, qui était la construction la plus haute avant la Tour Eiffel, a pris 40 ans. Deuxièmement, il faut bien s'imaginer que depuis la pyramide de Khéops, les plus hautes structures n'ont jamais vraiment dépassé les 150, 160 mètres de hauteur. Et avec la Tour Eiffel, on atteint 300 mètres, donc on double ce record, et ça en 2 ans seulement. Il n'en fallait pas moins pour que cet événement marque les esprits à travers le monde. Plus particulièrement, cette nouvelle a stimulé l'imagination d'un professeur de maths physique de 31 ans qui habitait dans un village paumé d'Empire de Russie. Un certain, et accrochez-vous pour son nom, Konstantin Tsiolkovsky. Bon, on en restera à Constantine. Et c'est donc 6 ans plus tard, en 1895, que Constantine publie ses pensées, rêves de terre et de ciel sur l'espace. Ce livre est bien sûr sorti en russe à l'époque, mais j'ai trouvé le premier recueil en français de ses écrits qui est paru en 1963 et qui s'appelle Le chemin des étoiles. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous décrire certaines de ses pensées. Et c'est au chapitre 5 qu'il imagine des expériences de pensée pour trouver un moyen de compenser la gravité. Et en énumérant les options possibles, il finit par mentionner la force centrifuge comme potentiel candidat, ce qui est vraiment visionnaire pour l'époque. Je vous donne un petit exemple de force centrifuge pour que ça soit un peu plus clair. Bon, de nos jours, il y a des exemples un peu partout, il n'y a qu'à prendre votre machine à laver. Eh bien, au début d'un cycle, on voit que la gravité est plus forte que la force de centrifuge créée par le tambour de la machine, donc le linge tombe. Mais comme la force de centrifuge dépend de la vitesse, eh bien, lors de l'essorage, lorsque le tambour tourne plus rapidement, eh bien, la force de centrifuge compense la gravité et le linge ne tombe plus, il est plaqué aux parois. En se basant sur ça, Constantine continue son raisonnement. Il dit que pour qu'un objet tourne suffisamment vite autour de la Terre, eh ben, avec la friction de l'air, c'est un peu mort. On ne pourra jamais atteindre la vitesse nécessaire. Donc il conclut qu'il reste 2 options possibles. Option
1. Lancer un projectile au-dessus de l'atmosphère, comme dans le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, paru en 1965 et qui est un très bon roman au passage. Mais bon, on n'avait pas de canon si puissant à l'époque. Option 2, en se basant sur la construction de la tour Eiffel, il propose de bâtir de hautes tours, ce qui était une pensée très innovante pour l'époque. Dans ce scénario, il remarque que comme la Terre tourne sur elle-même, vaut mieux construire cette tour à l'équateur, là où la force de centrifuge sera la plus forte. Et donc, plus la tour est haute, plus son sommet prend de la vitesse, parce qu'il doit balayer une distance plus grande dans le même laps de temps. Au final, Constantine a calculé que pour que la force de centrifuge annule la force de gravité, il nous faut une tour de 34 000 km de hauteur. Bon, si on fait le calcul de nos jours, on trouve une valeur qui est un peu plus grande, mais c'est vraiment pas mal. Et là, on est vraiment loin des 300 mètres de la tour Eiffel. Et Constantine l'avoue lui-même d'ailleurs, que la construction d'une tour d'une telle hauteur est pour le moins compliquée. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, son expérience de pensée est devenue célèbre. On parle de tour de Tsiolkovsky, d'ascenseur spatial. Et même si on n'a pas réussi à réaliser de tour d'une telle hauteur de nos jours pour y placer un objet en apesanteur, vous le savez, de nos jours on utilise des fusées. Au passage, une autre invention de Constantine. Aujourd'hui, l'orbite qui se trouve à 35 786 km exactement de l'équateur, comme Constantine l'avait imaginé, est plus connue sous le nom d'orbite géostationnaire. Et cette orbite est particulièrement utilisée de nos jours parce qu'elle permet à un satellite d'apparaître pratiquement fixe dans le ciel. Dans ce cas-là, il suffit d'un seul satellite pour transmettre des services comme la télévision sur une zone immense. Et tout ce que vous avez à faire pour recevoir ce signal, c'est avoir une simple parabole qui pointe dans une direction fixe du ciel, et ça, c'est plutôt ingénieux. Si on regarde sur un site comme satbeams.com, vous pouvez constater qu'actuellement, cette orbite géostationnaire fourmille de satellites. C'est devenu un sacré business qui rapporte de l'argent. Et tout ça grâce à un scientifique russe du 19e siècle, Konstantin Tsiolkovsky, qui s'est inspiré de la tour Eiffel. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette anecdote. Je suis tombé dessus par hasard en écrivant l'introduction de ma thèse. C'était une vidéo un peu technique, donc j'espère que c'était compréhensible pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour améliorer le contenu des vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur d'autres satellites comme le GPS, je vous conseille cette vidéo.